Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 100 de Dragon Ball Super. Enfin, un énorme cap accompli pour la série Dragon Ball Super. Et d'ailleurs, je vous ai proposé une vidéo hier sur ma chaîne pour vous dire que la série Dragon Ball Super, d'après la doublure japonaise de Goku, pourrait avoir beaucoup plus d'épisodes qu'on ne le pense. N'hésitez pas à checker ça, je vous mettrai le lien en description bien sûr. Et deux petites choses juste avant de vous parler de cet épisode 100 très rapidement. La première, c'est que la musique de fond que vous entendez en ce moment-là a été faite par mon collègue Art Urtem, et je le remercie énormément pour ce remix-là. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Il fait pas mal de covers Dragon Ball ou même autres, Final Fantasy, tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le soutenir là-bas. Et autre chose, c'est de bien rester actif et connecté sur la chaîne, abonné, cloche, etc. Tout simplement parce que derrière cette vidéo-là, j'ai 2-3 autres vidéos qui devraient intéresser les fans de Boruto et les fans de Bleach. Donc le message est passé et comme les notifications bug souvent, au moins la plupart d'entre vous seront prévenus, j'espère. Bon, ceci étant dit, maintenant on va se parler de cet épisode 100 de Dragon Ball Super, et comme d'habitude je vous annonce la couleur dès le début, j'ai trouvé que c'était un épisode plutôt moyen. Alors faut pas entendre moyen du mauvais côté des choses. Moyen, ça veut dire ce que ça veut dire qu'il y a eu du bon et du mauvais. Et en même temps, je pense pas avoir tort, parce que quand je vais sur les réseaux sociaux, sur les forums, etc., et que je regarde un petit peu vos avis, je sens que personne n'est vraiment d'accord, il n'y a pas une grosse tendance qui ressort comme quoi l'épisode était excellent ou il était mauvais. Bon, voilà, quand je me situe sur un épisode moyen, je pense être plutôt dans le vrai. Et cet épisode commence avec une phrase qui était assez prometteuse, je trouve, de la part de Kame Sennin, qui est celui parmi cette équipe de Gohan, de Piccolo, etc., qui va garder son sang-froid et qui va les remotiver. Et ça fait plaisir. Et je pense qu'en épisode 101, ça va vraiment envoyer du lourd avec Kame Sennin. Par contre, derrière, déjà une petite déception, c'est le petit passage avec C17 et C18. Alors, je veux bien que C17 soit comme ça en train de rabaisser Krillin, je le comprends facilement. Mais par contre, C18 qui dit « Comment tu peux être mon mari, te faire avoir comme ça ?» des choses comme ça. Attendez, on est quand même d'accord qu'en épisode 99, c'est Krillin qui l'a sauvée parce qu'elle allait se faire éjecter, tout simplement parce que elle-même, C18, avait baissé sa garde, avait fait semblant qu'il était mort et elle s'était faite avoir comme une débutante. Donc je trouve qu'il y a une petite incohérence quand même sur les dialogues qui ont été donnés. C'est vrai que C18 a toujours cet aspect de supériorité, mais bon, avec le lien qui l'unit fort avec son mari, etc., j'aurais jamais imaginé dire ça. Alors ensuite, encore une fois, Beerus et Champa, enfin surtout Champa nargue Beerus se sent moins en situation de force, mais quand même je trouve qu'il faut pas oublier que Krillin n'a pas démérité. Il aura pas duré très longtemps, et ne vous inquiétez pas par rapport à ça, parce que je pense que dans la suite de l'arc survie de l'univers, Krillin aura son importance, même s'il a été sorti maintenant, mais en tout cas il ne faut pas oublier non plus qu'il a éliminé plusieurs adversaires. Donc au final, si on devait faire comme dans Call of Duty un ratio, son ratio est positif. Et bon, derrière, on a Vegeta, qui a du mal à se taper contre ce duo Magetta-Botamo. Je sais plus, à chaque fois j'oublie comment il l'appelle, Bogeta, enfin un truc comme ça, un truc bizarre. Et ça c'était plutôt prévisible, parce que même si les deux ne sont pas très puissants et très forts, et qu'en plus ils ont l'air très ridicules avec Botamo qui est monté dessus Magetta et tout ça, et ben au final les deux ont des capacités super spéciales et super gênantes pour un guerrier comme Vegeta, et je pense que ce qui met Vegeta en difficulté, c'est surtout de ne pas arriver à trouver une faille, c'est ça le vrai problème. Mais bon, d'une manière un petit peu bizarre, ils se perdent dans la fumée, je pense qu'il faut l'interpréter comme ça. Il y a Kiabe qui débarque, d'une manière assez classe et cool et un petit peu imprévue, surtout si on n'avait pas vu la preview d'épisode 100, qui appelle Vegeta en disant Shishio, un truc comme ça. Ouais, c'est Shisho. Il appelle pas Sensei, il appelle Shishio. Et il y a deux gars, un de l'univers 3 et un de l'univers 10, qui foncent sur Kiabe, et lui garde son regard très sérieux, et sans avoir à se transformer, il éjecte les deux gars en un seul coup. Alors ce passage-là était super cool. Et en plus, il a pas viré n'importe qui, enfin, ce sont des personnages secondaires, mais le fameux Nigrishi de l'univers 3, j'en attendais un petit peu plus que ça. Mais finalement, il a été éliminé direct. Bon, le danseur de Samba de l'univers 10, c'est pas bien grave. Mais surtout, et comme je vous l'ai dit, c'était super cool à voir de la part de Kiabe, de voir cette évolution du personnage de Kiabe, qui était peut-être pas assez sûr de lui à l'époque du tournoi univers 6, univers 7, et là, qui fonce vers Vegeta en défonçant le premier qui passe sur son chemin. Mais en même temps, j'ai un reproche à faire cette scène-là, et c'est un reproche que je fais au tournoi du pouvoir en fait, c'est qu'on nous a bassiné avec tous ces guerriers de différents univers surpuissants machin qui allaient arriver, et au final on se rend compte qu'il y en a des tas qui se font éjecter à l'appel, et très facilement. Donc, quelle est l'utilité réelle d'amener tous ces combattants-là, si au final c'est juste pour nous présenter des dizaines et des dizaines de personnages ultra secondaires, il y en a certains dont on n'a même pas appris leur nom. Et au final on se rend compte que la grande majorité d'entre eux ont un design super ridicule, qui n'a pas demandé d'être très recherché. Donc je peux pas juger, parce que l'arc survie de l'univers et le tournoi du pouvoir ne sont pas terminés. Donc, encore une fois, il est possible que tous ces combattants prennent et obtiennent une utilité par la suite des événements. Mais pour le moment, ils ne servent absolument à rien, et j'espère que ça ne va pas être ça jusqu'au bout. Parce que sinon, c'est toute une hype qui est montée autour de ce tournoi, mais au final,
pouvoir se taper uniquement les univers et les personnages stars du Goku, du Vegeta, du Hit, du Jiren, du Toppo, du machin, du Kale, du Caulifla, et on en reste là. C'est un petit peu dommage. Je pense que vous m'avez bien suivi, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à la limite, il fallait pas se fouler à inventer tous ces bonhommes-là, et nous sortir que Zeno et le Daishinkan avaient fait un classement des 3 meilleurs univers en termes de combat, de puissance. Vraiment en termes de force physique, et non pas en termes de classement du niveau de vie immortel comme ils l'ont déjà fait, et de nous sortir alors un tournoi entre 3 univers, le 6, le 7 et le 11, et ça aurait coûté beaucoup moins à l'Ato Animation de faire ça. Donc j'ai encore espoir en leurs scénaristes et me dire que ces personnages-là ne vont pas rester inutiles jusqu'à la fin des choses. Et bon, derrière, on comprend que le combat s'engage alors entre Kiabe, qui passe Super Saiyan 1 de manière encore très classe face à Vegeta, et derrière, on a une transition sur le personnage de Hit, qui fait face à Narirama de l'univers 3, et qui au final se met à le défoncer. Et pas de n'importe laquelle des manières, en utilisant une de ces attaques d'assassin qu'on avait entrevues dans les épisodes 71 et 72, et aussi en utilisant derrière le Tokitobashi pour faire face à l'attaque finale de Narirama, et l'éjecter assez rapidement et facilement. Alors ça me semble nécessaire de vous faire un petit point par rapport à ma prédiction que je vous avais fait sur la chaîne, dans laquelle, et c'est toujours une vidéo qui est sur la chaîne bien sûr disponible, je pense que si vous écrivez sur YouTube Hit vs Jiren, vous allez vite la trouver. C'était une vidéo dans laquelle je vous expliquais que selon moi, le Tokitobashi de Hit allait être limité. Et je voulais juste faire le point sur ça avec vous pour vous dire que pour le moment, ma prédiction, je la change pas, tout simplement parce que je trouve qu'elle est toujours cohérente. Et je reste toujours dans la même lignée. Pour le moment, Hit utilise son Tokitobashi et je vous avais dit qu'il pourrait le faire. Mais si on se base aux explications de Vados en épisode 72, si je dis pas de bêtises, de Dragon Ball Super concernant le Tokitobashi de Hit, elle nous avait bien fait comprendre que Hit arrivait à stocker du temps dans une espèce de dimension à lui et qu'il utilisait ce stock de temps pour créer le Tokitobashi et créer ces espèces d'arrêt du temps. C'est pas vraiment un arrêt du temps, mais un petit peu. Et justement, moi je vous avais dit que comme on est dans le monde du vide, eh bien Hit allait arriver avec ses stocks de temps pleins, comme si votre téléphone il a la batterie pleine, mais à force de l'utiliser, elle se vide. Et quand vous en avez plus, vous le mettez à charger. Sauf que lui, il va vouloir recharger, mais ne va pas pouvoir, parce qu'il est dans un monde où le temps n'est pas présent. Et je pense qu'arrivé au moment opportun, eh bien malheureusement, il ne pourra pas l'utiliser. D'ailleurs, on va en reparler ensuite. Vous remarquez que dans ces épisodes Dragon Ball Super, aussi bien le dernier que celui-ci, on n'arrête pas de nous teaser cette relation entre Hit et Jiren et un hypothétique combat entre Hit et Jiren, mais pourtant ça n'arrive pas. Ben ça vient encore appuyer ma prédiction, parce que si Hit utilise son Tokitobashi par-ci par-là, et encore on le verra plus tard dans l'épisode, eh bien il est en train de puiser dans son stock. Et sauf que j'ai l'impression que Hit ne va pas s'en rendre vraiment compte, et arrivé au moment où il va vraiment en avoir besoin, il va pouvoir l'utiliser, je sais pas moi, 2, 3 fois, 4 ou même 5 fois, mais peut-être qu'à la 6ème dans laquelle il pourrait porter un coup efficace contre Jiren, le Tokitobashi ne va pas marcher. C'est plutôt comme ça que je le vois. N'hésitez pas à aller checker cette vidéo là aussi, je me permets de vous en parler parce que c'est vraiment d'actualité. Bon, et après ça on a eu une chose assez intéressante de la part de Hit, nous disant qu'il sent comme une présence, une aura un petit peu particulière sur le ring. Allez savoir s'il parlait vraiment de Kale ou s'il parlait pas plutôt de Jiren, même si ça nous a pas été montré. À vrai dire ça peut s'adapter aux deux mais c'est pas bien grave. En tout cas, on a transité vers Kale qui se bat contre le mec qui a une tête d'écrevisse ou de homard comme vous voulez de l'univers 10, encore un danseur de samba. Kale est vraiment très faible dans sa forme de base, c'est vraiment le cas de le dire. On a vu un peu plus tard dans l'épisode qu'elle était à peine capable de balancer une boule de ki de petite taille, donc la taille de la boule de ki n'est pas synonyme de sa puissance, mais on a vu que c'était très faible, à une vitesse très lente, etc. Vous avez vu comme moi. Et bon, derrière Kale, il débarque le sumo de l'univers 10, Napapa, celui qui a la tête de cochon, et il la tient pendant que l'écrevisse la tape. Et au final, elle tombe complètement KO, elle est même sonnée, elle ne se réveille même pas. Bon, jusque-là, rien d'étonnant, et Caulifla, bien sûr, arrive pour la sauver et pour l'aider. Alors, en mode Super Saiyan 1, elle leur fait vraiment goûter ce que ça veut dire de se prendre de bons coups à ces deux gars-là, et elle en arrive même en duel contre Napapa, et au final, Napapa avait quand même pas mal de force, parce qu'il a quand même réussi à pousser Caulifla dans ses derniers retranchements en tant que SCJ1. Il a réussi à la pousser jusqu'au rebord de ce fameux tournoi du pouvoir-là. Il a vraiment fallu que Caulifla arrive à en puiser dans ses dernières forces de Super Saiyan 1 pour vraiment éjecter ce Napapa. Bon, ensuite, je sais qu'il y a une question que vous allez me poser, comment ça se fait que le ring du tournoi du pouvoir s'est encore détruit? Ben, pour vous répondre, je crois que mon avant-dernière vidéo sur la chaîne a bugué, parce que, encore une fois, il n'y a pas eu le nombre de vues habituel, vous savez, donc je pense, j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais je pense que ça a bugué, dans laquelle je vous affiche à l'écran la vidéo, je vous disais les secrets du ring du tournoi du pouvoir, et je vous disais pourquoi, selon moi, le ring se détruisait dans sa partie extérieure et ne se détruisait pas vers le milieu. Donc, si la vidéo et si ce thème-là vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir aussi, je vous en remercie déjà. Et derrière, on a eu une phase qui était à la fois décevante et à la fois satisfaisante, de la part du Yardra contre Goku.
Déjà, j'ai été super étonné que le Yardra soit introduit comme ça, dans le tournoi du pouvoir. Pas vraiment une vraie scène de rencontre avec Goku qui lui dit « Eh, toi, t'es un Yardra », l'autre qui lui dit « Mais comment tu me connais ?» Bon, on n'a pas eu tout ce blabla. Allez, pourquoi pas. Mais derrière, on était déjà dans une phase de combat assez avancée dans laquelle le Yardra se la jouait pas mal avec sa téléportation. Pour rappel, bien sûr, mais vous le savez déjà, c'est bien ce peuple-là qui ont appris dans l'univers 7 à Goku comment se téléporter. D'ailleurs, je suis toujours en train de préparer ma vidéo sur ça. Elle a pris du retard, mais elle devrait débarquer sur la chaîne pour vous expliquer, selon moi, ce que fout ce Yardra dans l'univers 2. Et derrière, on a tous eu l'impression que Caulifla est arrivé et a complètement défoncé le Yardra et qu'il s'est fait éjecter et sortir et éliminer du tournoi du pouvoir. Honnêtement, je ne pense pas. Pour plusieurs raisons. Déjà, faire le choix d'introduire un Yardra. Honnêtement, dans la série, ça fait combien de temps qu'on n'a plus vu un bonhomme comme ça? Ça fait au moins 20 ans, un truc comme ça. Enfin, j'ai pas compté, mais à peu près. Et en plus, ils l'ont pas foutu dans l'univers 6, parce que là, on se serait dit, allez, pourquoi pas, il y a des Saiyans univers 7, des Terriens univers 7, donc pourquoi pas des Yardra univers 6 et 7 aussi. Ils l'ont foutu dans l'univers 2. Vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Donc clairement, je ne pense pas que le gars a été éliminé. Je vais vous mettre en plus un screenshot. Au moment où on le voit pour la dernière fois, on voit comme des petits traits blancs qui montrent comme s'il s'était téléporté. Et je pense que, étant à la limite de se faire éjecter, le Yardra s'est tout bêtement téléporté vers un de ses amis de son univers, et qui n'est pas revenu à la charge face à Goku, Kale et Caulifla, parce qu'il s'est senti en danger, et pour rappel, les Yardra ont des techniques spatio-temporelles super développées, mais par contre, ils n'ont pas de grand pouvoir de force physique. Donc déjà, à 1 contre Goku, il était perdu, vu que Goku maîtrise la téléportation, mais j'en attends beaucoup quand même de ces Yardra, je pense qu'ils ont plus de techniques que ça. Goku a appris la téléportation parce qu'il n'est resté qu'un certain temps sur leur planète dans l'univers 7, mais je pense que s'il était resté plus, Goku aurait appris encore plus. Clairement, mon avis, c'est que le Yardra est toujours en liste en tant que participant à ce tournoi. Bon, derrière, on amorce une partie très différente de l'épisode dans laquelle on a une confrontation, on va l'appeler comme ça, de Caulifla et de Kale, qui arrive avec un ton assez hautain de la part de Caulifla, c'est pas étonnant connaissant le personnage, disant à Goku, en gros, tu vas m'apprendre le SCJ Blue, je t'ai vu le faire tout à l'heure, ça avait l'air intéressant, et en récompense, je vais me transformer en Blue, je vais te défoncer avec. Et sauf qu'elle est mal tombée, parce qu'au final, Goku, tu lui dis ça, il est content. Elle a cru que Goku avait peur, mais il est loin d'avoir peur, au contraire. Mais comme il l'a dit très bien lui-même, ces deux filles ne sont pas prêtes pour avoir le SCJ Blue. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, elles n'ont même pas débloqué et maîtrisé les transformations basiques du Saiyajin, qu'elles veulent déjà en arriver sur des transformations divines. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises sur la chaîne, pour moi le potentiel des Saiyans de l'univers 6 est énorme. Mais je pense que quand même pour des transformations divines, il faut un minimum de contrôle de sa forme de base pour pouvoir bien se contrôler en forme Blue ou forme God ou quelque chose comme ça. Même si le God provient d'un rituel, je pense que quand même ça aide de bien se contrôler dans sa forme classique. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Goku. Et en plus, c'était clair, on savait dans les spoilers que Caulifla allait demander comment obtenir le SCJ Blue à Goku, et je vous avais dit, pas besoin de s'énerver, et pourtant beaucoup se sont énervés en disant c'est la honte du SCJ Blue si facilement, etc. Je vous avais dit non, il n'y aura pas de SCJ Blue selon moi dans cet épisode 100, parce que c'est trop rapide, et surtout ça n'aurait pas de sens. Mais par contre, on a Caulifla qui demande à Kale de se transformer, et celle-ci n'y arrive pas, un peu comme la première fois, elle n'y arrive pas de manière basique, et Caulifla essaye de faire le spectacle elle-même. C'était même drôle quand Goku a dit bon, je peux partir ailleurs. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. Et derrière, on a Caulifla qui se transforme. Ça n'a pas été dit quelle transformation elle a utilisée, si c'était du Dai Nidankai ou du Dai Sandankai, mais pour moi, clairement, c'était du Dai Sandankai, c'est-à-dire la forme que Mirai Trunks a utilisée. Et je vais vous dire pourquoi, et c'est très simple. Pourquoi ce n'est pas la même forme que Super Vegeta, mais c'est bien la même que Trunks, comme on dit des fois Trunks Ultra, si vous voulez. Je crois que c'est les Américains qui ont inventé le mot Ultra. Bon, moi je m'en fous, vous le dites comme vous voulez. Ben tout simplement parce que il y a eu ce combat-là, qui a eu lieu, qui était très rapide, et ça s'est passé exactement de la même manière que le combat de Mirai Trunks face à Cell Parfait. Goku, dans sa forme de Super Saiyan Full Power, depuis ce temps-là, le Full Power du Super Saiyan est acquis quand même, eh bien, il s'est débarrassé très facilement de cette Kale, et en lui disant qu'elle avait tout misé sur la puissance et rien sur la rapidité. Alors que rappelez-vous bien, Vegeta, quand il a utilisé sa forme Super Vegeta Dai Nidankai, il est resté volontairement dans cette forme inférieure, histoire de ne pas sacrifier sa vitesse. Donc Goku n'aurait pas dit à Caulifla, tu es en train de sacrifier ta vitesse si elle était en Dai Nidankai, c'est tout à fait logique. Bon, au passage, est-ce que c'était utile que Caulifla fasse ça? Je ne pense pas. Est-ce que c'est aussi logique que Caulifla ait découvert cette forme-là par elle-même? Je ne pense pas, parce que on ne nous a jamais montré que les Saiyans de l'univers 6 ont eu le temps de s'entraîner plus que ça par rapport à la fois où elle s'est transformée jusqu'à maintenant. Ça aurait été cool qu'on ait au moins une scène où on voit Caulifla être contente d'elle-même parce qu'elle a débloqué ça, mais en fait, bon, nous on saurait que c'est de la merde, mais au moins qu'on comprenne qu'elle a appris à le débloquer.
Parce que moi là ce qui me dérange, c'est pas qu'elle le fasse, je sais qu'elle en est capable. Elle nous a déjà pondu le SSJ2 en épisode auquel il se transformait, donc c'est logique que le Dai Nidankai et Dai Sandankai soient accessibles pour elle. Mais comment elle a pu y penser, le trouver, le débloquer en quelque sorte, y arriver, vous voyez, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qui a fait le déclic tel ou tel jour pour qu'elle arrive là? Est-ce qu'elle a tout simplement voulu imiter Kale? Bon, voilà. En tout cas, c'était surtout, je pense, un rajout encore une fois de la animation pour rallonger ces épisodes. Et derrière Goku dans une scène assez cool et classe qui me rappelait pas mal quand même la phase de Goku face à Majin Buu et Babidi qui leur disait ça c'est le Super Saiyan 1, ça c'est le SSJ2, ça c'est le SSJ3. Et là, de manière quand même assez classe, Goku lui dit la forme que tu dois viser pour le moment c'est celle-ci. Il se transforme d'une manière très classe et dit le Super Saiyan 2. Et je rejoins encore Goku sur ça. On a déjà vu Caulifla comme elle l'a dit. À Goku, elle lui dit ah mais je connais ça, je l'ai déjà débloqué l'autre jour mais j'ai jamais réussi à le refaire. Donc déjà on a confirmation que Caulifla était bien Super Saiyan 2 face à Kale quand elle se transformait en mode Broly. Et en plus, ça, je sais que ça ne va pas plaire, mais moi, ça me plaît en tout cas, Goku confirme l'histoire des picotements dans le dos et tout ça. Parce qu'il y a Caulifla qui vient vers Goku, qui lui dit « Ah, tu concentres ton ki, ça te fait des picotements dans le dos ». Et Goku lui dit « Oui, c'est à peu près cette sensation-là », avec son air un petit peu drôle. Donc déjà, pour toutes les personnes qui étaient sceptiques sur la mythologie de Dragon Ball ou je sais pas quoi, la mythologie de Dragon Ball est intacte. Et je sais que beaucoup de gens avaient du mal à me croire sur cette chaîne quand je l'avais expliqué en vidéo, comme quoi le fonctionnement du Super Saiyan 1, même si Goku et Vegeta ne nous ont jamais dit qu'ils sentaient leur ki se concentrer dans leur dos, ben c'était quand même déjà ça. Je vous avais très bien expliqué sur la chaîne que le fameux ki de l'énervement, qui s'appelle le Doki, se concentre au niveau de l'abdomen et du haut du dos. Et que pour moi, c'était juste très logique et que là, ils sont en train de le formaliser, c'est tout. Pour moi, il n'y a rien, absolument rien de choquant. En se rappelant bien que à la fois le SSJ1 et le SSJ2 sont quand même sur une base d'énervement pour se transformer. C'est un petit peu différent le SSJ1 et 2, mais il y a cette forte base, très forte base de colère et tout ça. Donc le Doki correspond parfaitement. Et derrière c'est le combat, le fameux combat Goku contre Caulifla qui se lance en SSJ2. Un combat très dynamique j'ai envie de dire, même si l'animation de cet épisode-là était pas terrible. Le mec qui était en charge de l'épisode, on le sait, c'est pas une lumière en termes d'animation. Malheureusement, ils l'ont choisi pour l'épisode 100, je sais pas trop pourquoi. Un épisode pour franchir un cap comme ça dans la série, pourquoi ils choisissent un mec qui se débrouille pas trop bien en termes d'animation, alors que dans l'épisode 95 avec Golden Freezer, ils avaient choisi deux gars qui se débrouillaient super bien parmi les meilleurs animateurs japonais, alors que c'était un épisode semi-filler. C'est un petit peu bizarre à comprendre la logique, des fois. Bon, en tout cas, le combat reste assez dynamique, plutôt à égalité, mais moi je donnerais quand même une légère supériorité à Goku SSJ2, et c'est tout à fait normal je trouve encore une fois, même si pour moi Caulifla a un meilleur potentiel que celui de Goku, à cet instant-là de l'épisode, Goku a une puissance brute nettement supérieure, on est d'accord. Il y a eu aussi une phrase intéressante, un petit peu contradictoire par rapport à ce qui a été dit dans la série, avec Goku qui dit à Caulifla, tu pourrais même atteindre le Super Saiyan 3 très rapidement. Alors même si dans la série on nous a jamais vraiment dit très clairement quelles sont les conditions pour atteindre le Super Saiyan 3, on se rappellera quand même que les deux fois où on l'a vu, ça a été fait grâce à deux cas particuliers. Le premier ça a été Goku, qui a réussi à débloquer le Super Saiyan 3 parce que son ki était illimité dans le monde des morts, lui-même était mort, et du coup il s'est entraîné là-bas et il a pu débloquer cette nouvelle forme. Et on a vu que ça lui a pris quand même pas mal de temps pour arriver à adapter cette forme-là à sa condition de mortel. Il y a eu une grosse phase de transition jusqu'à ce que Goku arrive à plutôt bien se transformer en SSJ3, mais même à l'heure actuelle le SSJ3 pompe quand même pas mal de ki pour lui. Et le deuxième cas, c'était aussi un cas très particulier, c'est Goten et Trunks, les petits-enfants, qui eux-mêmes n'ont jamais débloqué le Super Saiyan 3 en mode solo séparé. Un petit peu bizarre qu'ils ne soient pas arrivés au Super Saiyan 2, je pense qu'ils le pourraient. Mais bon, on part de deux enfants qui ont un niveau quoi? Super Saiyan Full Power, quelque chose comme ça. En gros, j'ai pas envie de lancer un débat sur Goten et Trunks, on s'en fout, mais c'est à peu près pour imager. Et grâce aux fruits de la fusion Métamol et de leur entraînement dans la salle d'esprit du temps en mode fusionné Gotenks, ils ont réussi à débloquer cette forme-là, qui a nettement réduit la durée de leur fusion. Donc en gros, soit il fallait être mort, soit il fallait être fusionné entre deux êtres, et en pratiquant un entraînement vraiment de fou dans cette condition-là, et en perdant énormément de temps de fusion, donc vous voyez, c'était quand même des conditions extrêmes pour l'avoir, et surtout pour le garder derrière par la suite. Donc Caulifla Super Saiyan 3, je trouve que le design lui irait super bien. Je vais essayer de vous trouver un fanart sur lequel j'étais tombé récemment, que j'avais trouvé super joli de Caulifla SSJ3. Je trouve que ça lui va super bien, encore mieux que les filles Super Saiyan 3 dans Dragon Ball Heroes, le jeu. Et moi, je trouverais ça cool de l'avoir dans cette forme-là. Et pourtant, je suis ultra fan du Super Saiyan 3, mais cette forme est devenue complètement obsolète dans Dragon Ball Super. Donc, quel intérêt pour Caulifla d'y arriver, je ne sais pas trop. Et ça remettrait en cause pas mal de questionnements, même si son potentiel est nettement supérieur à l'Univers 6, ça reste quand même le Super Saiyan 3, vraiment à part si le Super Saiyan 3 de l'Univers 6 ne pompe pas de ki.
ils ont tout à fait le droit de le faire. L'univers 6 n'est pas un copier-coller du 7. Donc, si les auteurs veulent le faire, ils peuvent. Mais bon, là, ils seraient juste en train de s'arranger et ça n'apporterait rien à la série DBS. C'est ça que je veux dire. Bon, je poursuis. Durant ce combat-là, on a vu que Caulifla a eu son esprit Saiyan, j'ai envie de dire, qui a pris le dessus et qui a fait une nouvelle fois qu'elle a oublié Kale. Vous avez remarqué le changement de caractère de Caulifla quand elle est dans sa forme basique et quand elle est sous sa forme transformée et en plein combat. Direct, elle se met un petit peu à oublier sa soi-disant protégée Kale. Et oui, je veux vous faire un rappel les devins, même si tout au long des traductions vous avez lu le mot sœurette, Kale et Caulifla ne sont pas des sœurs. C'est comme si vous disiez mon frère à quelqu'un frérot. Ça veut pas dire que vous êtes frères, c'est exactement la même chose. Je le répète parce que ça risque de créer un malentendu, elles ne sont pas du tout sœurs, Kale est juste la protégée de Caulifla. Et elle fait partie de son espèce de gang là qu'on avait vu dans l'univers 6 il y a quelques épisodes en arrière. Bon, et au final, c'est la frustration qui s'accumule pour cette fameuse Kale, qui se sent de plus en plus délaissée, qui se sent un petit peu comme un boulet pour Caulifla. Et je pense que tout ça, ça fait référence à un background, une histoire de fond de Kale qu'on nous a pas encore révélé dans Dragon Ball Super, mais qui nous sera montré dans les épisodes, je sais pas moi, 101, 102, 103, quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose, un événement marquant dans la vie de Kale et dans le relationnel de Kale et de Caulifla, qui fait qu'elle est comme ça. Maintenant, un petit peu comme pour Broly qui a vécu ce soi-disant traumatisme des pleurs de Goku quand il était enfant. Je pense vraiment qu'il y a un truc comme ça qui nous sera révélé pour donner un petit peu plus d'ampleur et de fond au personnage de Kale. Et ce fameux personnage se transforme dans sa forme Brolyesque. Encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas vous mettre une comparaison en 1900 machin c'était comme ça et en 2017 c'est comme ça. Mais vous l'avez bien compris, et si vous avez vu les groupes Facebook, les pages Twitter, etc. Ou si votre mémoire est bonne, tout simplement, vous avez bien vu que toutes, enfin, je sais pas moi, 95% en tout cas des attaques de Kale sont repompées de celles de Broly. Clairement, il n'y a quasiment aucun changement. Et bon, cette fameuse Kale devient de plus en plus dangereuse, tout le monde est surpris. Il y a même Caulifla qui a failli se faire éjecter. Et là, encore une fois, petit indice sur Hit, il vient d'utiliser son Tokitobashi pour sauver un de ses membres, un des membres de son équipe. Alors ça, c'est un gros point fort parce que Hit rend l'univers 6 encore plus dangereux vu qu'il peut tous les sauver quasiment comme ça. Mais en même temps, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hit qui utilise son Tokitobashi par-ci par-là et qui risque de se retrouver avec des réserves de temps vides. Encore une fois, peut-être que je me trompe et c'est pas bien grave, on est là pour discuter, mais je le sens bien arriver comme ça en tout cas. Derrière, petite image intéressante que je vous affiche dans laquelle on a vu différents personnages de différents univers, même du Freezer, du Topo, etc. dispo, Jiren. Alors, est-ce que cette image-là, c'était juste pour nous montrer des personnages connus un petit peu phares de chaque univers, quoique il y en a qu'on ne connaît presque pas au niveau des robots, ou est-ce que c'était une petite image pour nous montrer tous les combattants contre lesquels Kale va se battre? Ce qui voudrait dire, sachant que Jiren, ça s'est déjà produit, ça veut dire qu'elle va se taper contre du C17, du Topo, du Freezer, du Dispo. Bon, ça fait quand même pas mal de monde à se taper, et surtout pas mal de têtes d'affiche. Parce qu'il y a des gars qui ont l'air pas bien forts, comme celui des danseurs de Samba, les robots machin pas bien forts. Et en plus, on ne sait pas, est-ce qu'elle va se taper contre eux un par un, ou est-ce qu'elle va se taper contre eux en groupe? Pour le moment, Jiren ça a été tout seul. Mais imaginez s'il lui tombe dessus Topo, Freezer, C17, enfin, en même temps. Je veux bien, elle est super forte, mais faut pas abuser non plus, surtout que, rappelez-vous de l'évolution récente de Golden Freezer, qui a dit qu'il était devenu le Shin Golden Freezer, soi-disant beaucoup plus fort qu'avant. Bon, en tout cas, c'est pas du tout une prédiction, mais s'ils nous ont montré ces personnages-là à ce moment-là, je ne pense pas que c'est pour rien non plus. Regardez, il y a Brienne de Château en haut. Enfin, c'est un petit peu bizarre quand même. Les Zeno sont très contents, tout le monde est super étonné. Vegeta commence à nous confirmer que Broly n'est pas canon, et ça c'était une évidence pour moi, j'ai pas besoin d'insister là-dessus. Comme je l'ai dit à de nombreuses, vraiment de très nombreuses reprises sur ma chaîne, depuis ma vidéo qui s'appelle Broly Femme, j'avais fait dans la simplicité, je vous disais une chose toute simple, c'est que Broly fait partie de l'univers artistique de Dragon Ball, mais qui ne fait pas partie de la chronologie de Dragon Ball. Et Dragon Ball Super nous l'a prouvé aujourd'hui. Personne ne s'est rappelé de Broly, et c'est une très très bonne chose. Aussi bien Goku et Vegeta se sont interrogés sur d'où elle pouvait sortir, quel est ce qui est incroyable, etc. Est-ce que c'est vraiment une forme Saiyan? Donc vraiment tout était cohérent pour moi à ce niveau-là. Et je voulais juste répondre à une petite question par rapport au canon de Broly, une question que vous êtes nombreux à me poser, et de toute façon j'y avais déjà répondu en vidéo, mais bon je vais le redire. Est-ce que Broly, le même, exactement le même, celui du film qui a combattu Goku et Vegeta, etc., peut être canon dans une autre timeline? Bah écoutez, moi je dis que oui. Personnellement, je préfère qu'ils évitent d'en arriver là parce que ça va faire beaucoup de malentendus dans la tête des fans et tout ça, mais s'ils veulent, ils peuvent, c'est une autre timeline. Donc on peut imaginer que dans une autre timeline, tous les combats des OAV se sont déjà produits. Voilà pourquoi ici dans cette timeline là, Goku et Vegeta ne connaissent pas Broly. Et ça pourrait expliquer très rapidement, et ça pourrait donner un peu de cohérence au film qui n'en avait pas à l'époque, on se demandait d'où ça sortait, etc. Après bon, en grandissant, on a compris que ça ne faisait pas partie
de la continuité de cette chronologie de Dragon Ball. Mais oui, si vous voulez ma réponse, rendre Broly canon, rendre Slug ou Cooler ou le Docteur Willow si vous voulez, ou Garlic ou je sais pas qui vous voulez, à partir d'une timeline, vous pouvez le faire. Mais les rendre canon dans l'histoire, dans la timeline, dans Dragon Ball, dans l'histoire de ce Goku et de ce Vegeta qu'on suit depuis le début, non, ça n'est pas possible. Et c'est pour ça que la Toei n'a pas fait revenir directement Broly, c'est pour ça qu'elle a mis Kale à la place, qui est un pur sosie, mais bon. Elle n'est pas Broly. Bon, s'ensuit Goku qui se fait défoncer dans sa forme Super Saiyan 2, qui se fait malmener dans tous les sens. La manière dont elle l'a balancé là, sur le sol, elle l'a cogné dans tous les sens, ça m'a rappelé la fin, je crois, du premier film Avengers. Si je dis pas de bêtises, oui, je pense que c'est le premier Avenger, dans lequel Hulk a pris Loki, il l'a balancé dans tous les sens, c'était un petit peu pareil. Le combat est super difficile, s'ensuit des enchaînements Brolyesques encore une fois. Et là, dans une musique très cool, on a eu encore un repompage d'une scène de l'époque. Goku passe en SSJ Blue et commence à lancer un Kamehameha sur cette Kale en mode Broly. Alors avant de vous parler de ça, je voulais vous parler de ce qu'a dit Vegeta à Goku. Il lui a dit « Méfie-toi de cette fille-là. Sa forme, là, sa transformation, c'est peut-être celle du Saiyan original. » À aucun moment dans cet épisode-là, il n'a été prononcé les mots de Super Saiyan de la légende ou de Super Saiyan légendaire, ça n'a jamais été dit. Peu importe ce que vous avez pu lire sur un groupe ou un groupe de discussion, ou peu importe les sous-titres que vous avez eus, je peux vous assurer, vous confirmer, j'espère que vous me ferez confiance, il n'a jamais été dit le mot de Super Saiyan légendaire de la légende ou je sais pas quoi. Le seul mot qui a été dit, c'est Saiyan original. Donc je me demande si la Toonimation va même vouloir rendre, entre guillemets, canon, la transformation de Super Saiyan légendaire. Peut-être pas. Et rappelez-vous, je ne sais pas si vous me suivez à ce moment-là, je vous avais proposé une vidéo il y a quelques semaines, je pense que quand même pas mal d'entre vous vont s'en souvenir, dites-le moi dans un commentaire. Je vous avais dit, ça serait bien que cette transformation-là remonte aux origines du Saiyan et qu'elle soit appelée soit le Super Saiyan original, comme quoi j'avais vu juste, ou alors Super Saiyan primaire. Et je vous avais même parlé de Primary Super Saiyan. Primary, bon voilà, vous m'avez compris. Et pour le moment, je trouve ça cool, cette direction que prend la Toonimation vis-à-vis de la transformation de cette fille-là. En termes du background qu'ils essaient de lui donner, de cette mythologie un petit peu Saiyan. En plus, c'est toujours cool de voir Vegeta parler des origines des Saiyans, j'aime beaucoup ces passages-là. Peut-être qu'une Vados ou qu'un Daishinka nous dira et prononcera le fameux mot magique du Super Saiyan légendaire, ça ne m'étonnerait pas. Mais pour le moment, on est plus sur des notions de Saiyan original. Et au passage, vous pouvez oublier tous les Super Saiyan Berserker et je sais pas quoi, ça n'a pas été dit non plus. Et bon, derrière, on a une reprise de, à l'époque, c'était Goku Super Saiyan 1, full power ou pas, bon bref, en tout cas c'était Goku Super Saiyan 1, qui se battait contre Broly et qui lui faisait un Kamehameha en plein sur lui et Broly marchait dedans et ne sentait absolument rien. Et là, c'est la même chose qui se reproduit, sauf qu'on a quand même, c'est pas du tout la même histoire, un Goku SSJ Blue qui balance son Kamehameha en pleine poire dans cette fameuse Kale et qui n'a pas bronché non plus et qui attrape aussi Goku par le visage comme Broly l'avait fait à l'époque. Et là, sincèrement, les deux mains, il faut éviter de faire l'erreur. Je vous le dis, c'est une grosse erreur de comparer Kale et Broly en termes de puissance. Et pour plusieurs raisons, je vais vous en donner, je sais pas moi, 2 ou 3, pas plus, parce que j'ai pas envie de m'étaler sur ça. Mais déjà, la raison première, et c'est simplement et purement logique, c'est que Kale et Broly ne sont pas les mêmes personnages. Donc ils n'ont strictement rien à voir. Libre à la Toonimation, à Toriyama ou à qui vous voulez, de définir son niveau de puissance à cette fameuse Kale comme ils le veulent. S'ils voulaient que cette fille-là soit plus forte que Zeno, vraiment je vous dis n'importe quoi pour illustrer, ben ils auraient pu. Et ça veut pas dire que Broly était plus fort que Zeno, le Daishinkan. Vous voyez, c'est pas ça. En gros, là, ils font ce qu'ils veulent. Ils reprennent des traits de Broly, des trucs phares, des attaques, des transformations, des machins, en tant que hommage à ce personnage-là. Mais après, ils le réécrivent comme ils veulent, en version 2017. Et je trouve qu'ils ont bien raison de faire ça. Et je sais que ça va choquer. Et j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux les gens choqués par le Super Saiyan Blue Kamehameha qui ne fait rien contre cette fille Broly. Ça fait bizarre parce que même pour moi, j'ai en tête ce passage-là de Goku Super Saiyan 1 qui le faisait contre Broly. Et là ça passe, mais là on est sur du Blue. Ça veut dire que le Blue est quand même plus puissant que le SSJ2, que le SSJ3, bon voilà. Ben tout simplement, je le redis, Kale et Broly ne sont pas les mêmes personnages et ça résout l'énigme. Et après, si vous êtes encore toujours un petit peu sceptique, il y a aussi une raison toute bête, c'est que posséder une transformation ne veut pas dire que vous êtes au même niveau que l'autre. On sait très bien que Gohan SSJ1, Vegeta SSJ1 et Goku SSJ1 n'ont pas exactement la même puissance. Goten et Trunks n'ont pas exactement la même puissance. Goku SSJ Blue et Vegeta SSJ Blue ne sont pas au même niveau. Tout dépend de la puissance de base, de la qualité du contrôle du ki, etc. de la personne. Et en parlant de contrôle du ki, et là maintenant, je vais en arrêter avec ces débats qui ne servent à rien et je vais rentrer sur quelque chose de beaucoup plus intéressant par rapport à la suite de Dragon Ball Super et quelque chose qui m'a fait super plaisir dans cet épisode-là. Tout simplement, je ne sais pas si vous avez remarqué quand Kale s'est transformé, il est sorti de sa bouche de la fumée. Et ça, c'est quelque chose, je me suis dit, ah, enfin quelque chose que Broly ne fait pas, de la fumée qui sort de la bouche. Et ensuite, une fois qu'elle s'est reçue en pleine poire le Kamehameha de Goku, il y a Piccolo qui nous fait une remarque intéressante en disant, mais attends, il y a un petit souci, elle ne se contrôle pas.
et on a vu de la fumée sortir de tout son corps, enfin surtout au niveau du haut du dos, etc. Et elle avait l'air sonnée ou quelque chose comme ça. Et là, clairement les devins, je pense qu'une de mes grosses prédictions que je vous ai fait sur la chaîne, et je vous en ai reparlé encore il y a 2-3 jours, comme quoi cette fameuse Kale allait obtenir une nouvelle transformation. Une transformation maîtrisée, une transformation stabilisée, qui prendrait une forme beaucoup plus athlétique, qu'elle reprendrait ses pupilles, etc. Qu'elle se contrôlerait à volonté, qu'elle ferait ce qu'elle veut, et qu'elle n'attaquerait pas tout le monde sans raison comme ça. Eh bien, je pense vraiment que ça va arriver, et que là, on en a la preuve. Je pense clairement que cette fille Kale, pour le moment, elle sert à rien, il faut le dire. Elle est juste une reprise de Broly, une pâle copie, et qu'est-ce qu'elle apporte à l'univers Dragon Ball de plus que ce qu'on n'a pas déjà eu? Pour le moment, rien. Mais retenez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que j'en suis sûr et certain. Par la suite, épisode 101, 2, 3, 5, enfin voilà, ce genre de choses, dans un futur très proche, je pense, on va avoir une nouvelle évolution de Kale. Et en quelque sorte, je pense que l'Ato Animation est en train de nous passer un petit message en nous disant « Bon, Broly, ça a donné ça dans les films, mais si Broly avait été canon, il aurait sûrement fini comme ça. C'est-à-dire qu'il aurait été fou, mais tôt ou tard, on aurait fini par réussir à le calmer. Et je pense que calmer un personnage comme ça passera par un choc psychologique. Et je pense en plus que la preview de l'épisode 101 est en train de nous teaser ça. On s'en parlera dans ma review du futur, on va pas s'en parler ici. J'ai pas envie de spoiler l'épisode 101 pour ceux qui ne le voudraient pas. Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui va faire que Kale va devoir, je sais pas, prendre sur elle, avoir un déclic, réaliser des choses, réaliser qu'elle peut le faire sans avoir à devenir folle, et réaliser qu'une fois qu'elle est devenue, elle peut rester calme. Et une fois qu'elle aura trouvé cet équilibre-là, je pense qu'on va avoir une guerrière de folie, et une guerrière Saiyan qui va apporter quelque chose à l'univers Dragon Ball, et quelque chose de 1000 fois plus intéressant que ce qu'elle nous propose pour l'instant. Vraiment, retenez bien ce que je suis en train de vous dire là, je pense vraiment que ça va se produire. Parce que là, et je poursuis dans l'épisode, encore une fois, on a cette fille Broly là qui monte sur une espèce de montagne qu'elle crée grâce à sa puissance dans le ring du pouvoir. Elle commence à envoyer des petites vagues de ki, des petites boules de ki un petit peu partout en défonçant la plupart des ennemis. Elle devient de plus en plus dangereuse. Comme le dit Vegeta, elle est vraiment monstrueuse. Et au passage, j'ai bien aimé ce tout petit moment avec Vegeta. On sent que Vegeta a évolué. Vous le voyez là, en train d'analyser la situation, et même si on a eu un Vegeta assez présomptueux et vantard dans ce tournoi du pouvoir, qui a même osé foncer sur Hit dans sa forme Super Saiyan de base, sur Hit et Botamo en plus, ben là on a quand même un Vegeta nettement plus réfléchi qu'à l'époque. Rappelez-vous, souvent quand Goku se faisait défoncer, Vegeta fonçait contre l'adversaire aussi, et au final lui aussi il prenait 2 claques. Et on était tous là à se dire, mais Vegeta réfléchis un petit peu, si Goku se fait avoir, toi tu es à peu près de même puissance que Goku, forcément tu allais te faire avoir aussi. Ben là on a un Vegeta qui réfléchit. Il voit son collègue Goku et Seiji Blue ne pas arriver à venir à bout de cette fille-là, à même pas les gratigner. Vegeta se dit je vais pas foncer comme un con dessus. Et ça j'ai bien aimé. Derrière on en arrive sur l'espèce de Dracolos Dracofeu de l'univers 11, je crois que son nom c'est Vuon ou Buon, un truc comme ça. On va l'appeler, je sais pas, Buon, ça lui va bien. Des Pride Troopers qui sort son lasso, un petit peu comme Wonder Woman face à Doomsday, dans le film Batman contre Superman. Et là, bien sûr, le lasso n'a encore servi à rien. Le monstre Brolyesque, là, s'est débarrassé de ses liens et a fracassé ce fameux Buon. Désolé si c'est Vuon, c'est pas bien grave, sincèrement. Et là, bien sûr, la scène, j'ai envie de dire, qui déchire tout, avec cette Kale qui fait un énorme cri de puissance. Je crois que c'est Toppo, en tout cas je suis pas sûr, hein, mais il me semble que c'était la voix de Toppo qui dit même son cri est puissant. Et Jiren dit c'est bon, je vais m'en occuper. Et là on a compris que ça devenait classe. Et on a eu une mini transition très intéressante et très juste de la part de Hit, nous disant ça devient dangereux et c'est pas bon. Et il lui dit parce que la Kale elle est tellement folle qu'elle va tuer quelqu'un. Et la preuve c'est qu'elle a même failli tuer Caulifla. C'est pour ça aussi que je vous disais que Kale va avoir une forme maîtrisée, tout simplement parce qu'on ne peut pas garder ça dans un tournoi du pouvoir indéfiniment sans qu'elle tue quelqu'un. Et en plus, il faut vraiment qu'elle évolue vers quelque chose de beaucoup plus maîtrisé pour pouvoir en faire quelque chose au niveau du scénario. Et je pense qu'une autre preuve du fait que cette Kale va devenir autre chose par la suite de l'histoire, c'est que Jiren, ok, il a défoncé, c'était très cool à voir, c'était classe, il lui a fait la même attaque que dans le trailer du jeu Super Dragon Ball Heroes. Au passage, dans Super Dragon Ball Heroes, au cas où vous auriez manqué ma vidéo qui en parlait, l'attaque de Jiren que vous venez de voir qu'il a fait sur Kale s'appelle le Power Impact. Donc en français, l'impact du pouvoir ou l'impact de la puissance, un petit peu comme vous voulez. Je ne sais pas si le même nom sera gardé dans la série ou si ça sera que pour le jeu, mais en tout cas, bon, ça lui va bien, hein, l'impact de la puissance. On a bien vu à quel point c'était puissant. Et surtout, on a bien vu à quel point c'était contrôlé. Il a un petit peu manié sa boule d'énergie avec sa main, c'était cool à voir. Et surtout, vous avez bien vu que Jiren a mis pile poil la force qu'il fallait pour ne pas tuer Kale et juste la foutre KO. Et j'en reviens à ce que je vous disais, comme quoi, encore une preuve que Kale va évoluer vers quelque chose d'autre, c'est qu'elle n'a pas été éliminée du ring du tournoi du pouvoir. Et quand vous regardez une série comme ça, faut penser à un niveau supérieur. Ok, Jiren machin, mais tout ça c'est fictif, c'est de la fiction. Il y a bien un être humain comme vous et moi au Japon qui l'a écrit. Et ce mec-là, c'est un scénariste. Et le scénariste, il a voulu que Kale reste dans l'arène du tournoi du pouvoir. Il n'a pas voulu l'éliminer.
ça veut bien dire qu'elle va servir à quelque chose. Et là, honnêtement, je pense vraiment qu'on a épuisé la carte Broly avec cette fille-là. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va la recouvrir de boue et nous faire une bio Broly? Enfin, ça sert à rien maintenant d'insister avec ça. Je pense qu'il est vraiment grand temps pour elle d'évoluer vers quelque chose de neuf. Et derrière, sur cette fin d'épisode, on a eu quelque chose d'assez classe et encore un teaser, je pense, pour ce combat de Hit contre Jiren. Hit était quand même prêt à aller au combat. Comme on l'avait aperçu la semaine dernière, il a sorti les mains de ses poches pour aller contre Jiren. Jiren, lui, restait super sérieux. Les deux commençaient à s'envisager. Un petit peu comme quand vous crevez de faim et que vous êtes devant votre frigo, que vous envisagez tout ce qui passe. Et bien, c'était un petit peu pareil. Et derrière, on aurait pu croire que le combat allait commencer, mais c'était assez prévisible qu'il allait être coupé. Et coupé d'une manière assez drôle, parce que d'un coup, il y a Goku qui débarque derrière son rocher, qui dit yo, et qui est en gros, c'est bon, je vais me faire Jiren. Et Hit, il raisonne en tant qu'assassin. Vous allez vous dire, mais pourquoi il est pas resté? Pourquoi il a pas dit à Goku, attends, c'est moi qui vais me le faire? Tout simplement parce que Hit n'est pas un Saiyan. Parce que Hit n'est pas un fou du combat ou quelque chose comme ça, c'est juste un assassin. Et il réfléchit en tant que tel. Et il attendra le moment opportun pour se faire un gars comme Jiren. C'était pas pour venger Kale, c'était parce que Jiren était face à lui et qu'il pouvait pas faire autrement. En gros, il s'est senti coincé et vraiment fallait aller au travail. Mais vous avez bien vu que dès que Goku a débarqué, Hit a bien dit à Caulifla, c'est bon, c'est notre chance, et ils sont partis dans la fumée, ils ont dégagé vite de là, et on a ce face-à-face Goku-Jiren qui se met en place. Sauf que clairement, je suis sûr et certain que ce combat-là n'aura pas lieu en épisode 101, que ça va durer encore un bon moment, qu'il va se passer beaucoup de choses encore avant que ce combat Goku-Jiren arrive. Goku va mener beaucoup d'autres combats avant que cela se produise, et je pense que c'est un peu du faux teaser, mais bien sûr c'est du foreshadowing pour nous dire que ça va arriver. Clairement. À la limite, c'est un épisode 101, il s'échange 2-3 coups, mais j'ai même du mal à l'imaginer. Je pense vraiment que Goku va se taper contre d'autres personnes, et je reste toujours sur mes idées, comme quoi le combat Hit contre Jiren va arriver, mais qu'il arrivera à un moment où Hit se sentira en position de force, mais que Hit risque d'avoir quelques surprises auxquelles il ne pense pas, comme par exemple la perte de ses réserves de stock de temps pour pouvoir faire son Tokitobashi. Bon, du coup les devins, comme je vous ai dit, cet épisode 101 de la semaine prochaine, on s'en est déjà parlé sur la chaîne grâce à mes vidéos spoilers, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. On va s'en reparler très bientôt par ma review du futur ou mon analyse de preview, ça dépendra du temps que j'ai de disponible. Je vous mets bien sûr en description toujours quelques liens utiles par rapport à cette vidéo-là, par rapport au thème que je développe et tout ça. Et du coup maintenant, il est grand temps pour moi de vous remercier de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo-là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément et à plus pour de prochains arts divinatoires.